Alors, docteur Leriche est président de l'ordre départemental de La Réunion. Je ne suis pas sûr qu'il parle au nom de l'ordre, hein. Je pense qu'il parle plus en tant qu'un ami qui s'est retrouvé président de l'ordre départemental. Avec sur un sujet un petit peu étonnant, on parlait d'anarchie ce matin. Ben voilà, docteur Leriche, convainquez-nous que l'anarchie permet de rester dans les clous. C'est un peu paradoxal, bonsoir. L'ordre, qu'est-ce qu'il vient faire ici? L'ordre, mais à quoi ça sert? Pourquoi l'ordre? Pourquoi? Parce que je suis président du conseil de l'ordre départemental depuis peu de temps. Une fin de carrière intéressante. Et puis mon ami Philippe de Chazourne m'a dit venez un petit peu vous expliquer sur la décision médicale indépendante. Il se trouve qu'on a fait un rapport au Conseil national de l'ordre il y a 2-3 ans sur l'indépendance de la décision médicale, donc c'était tout venu. Je ne vais rien vous apprendre, hein, mais le commentaire que j'ai marqué, je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée, je ne vous le chanterai pas, c'est de Georges Brassens, ça m'a inspiré. Alors, voilà le message de l'ordre, cet ordre ringard, cet ordre qu'il faut supprimer. Je vous signale que c'est un organisme de droit privé, indépendant, qui ne reçoit aucune subvention, pharmaceutique bien sûr, mais même gouvernementale. Il vit des malheureuses cotisations que l'on exige des gens qui doivent être inscrits à l'ordre pour exercer la médecine. Et il a comme but, comme mission de service public, de faire appliquer le code de déontologie qui maintenant est inscrit au code de la santé publique. Ce sont des articles du code de la santé publique. Il est chargé de faire appliquer tout ce qui est du domaine de la déontologie, le respect des règles éthiques de la profession. Alors, comment vivre une décision médicale indépendante dans un environnement normatif? C'est le Conseil national de l'ordre, c'est l'ordre des médecins qui s'adresse à vous. C'est pas Bertrand Leriche, là, c'est académique. Le médecin exerce aujourd'hui, et quel que soit son mode d'exercice, dans un environnement où le respect de la norme devient une expression de la qualité des soins. Nous sommes ainsi passés d'un système basé sur le savoir et sa transmission de médecin à médecin à un système qui ne se reconnaît qu'au travers de l'application d'indicateurs établissant les normes. On va en parler toute la journée. La porte est ainsi ouverte à l'intrusion d'autres indicateurs dans la relation médecin-malade justifiés par le code. Ces indicateurs élaborés par la loi, la réglementation, les sociétés savantes, les financeurs, les acteurs sociaux, créent un tissu qui maille l'environnement du médecin. Où se trouve donc dans cet espace le chemin de sa décision et de son indépendance? Tous les indicateurs, on le voit, ont un objectif commun, garantir la qualité des soins. Une contrainte commune, fonder les décisions sur la connaissance, savoir. Une limite commune, optimiser les dépenses, c'est dans le code de déontologie. Une règle commune, l'équité dans l'accès aux soins. La première réflexion est qu'il appartient à la profession d'affirmer qu'elle est seule et compétente pour mettre en place les éléments de bonne pratique professionnelle, puisqu'elle enseigne, pratique, évalue et forme les médecins. Il n'appartient à personne d'autre d'accomplir ces missions. La seconde réflexion est que toute mise en place de processus de décision médicale et de charges diagnostiquées et thérapeutiques est de la responsabilité du corps professionnel, qui ne doit la déléguer à personne et qui doit revendiquer son savoir-faire et savoir-être. Le seul facteur conditionnant la prise de décision médicale reste bien le savoir médical et son application par un professionnel, dans l'intérêt seul de son interlocuteur, le patient. Il devient alors accessoire que la décision soit prise en seul ou en collégialité. Alors cette démonstration est contestable. Pour certains, elle a pour objectif de démontrer que la solution au maintien de l'indépendance de la décision n'est pas de contester l'existence d'indicateurs, mais de faire que ceux-ci soient directement dépendants du seul savoir scientifique médical et que la responsabilité des professionnels, les enseignants de discipline médicale et formateurs des experts, est de mettre à la disposition de tous les médecins des recommandations de bonne pratique établies par eux pour les médecins et garantissant la sécurité et la qualité des soins. Alors ça, c'est l'information officielle, c'est ce que nous avons réfléchi, mais vous l'avez tous dit aujourd'hui, donc je n'ai rien à dire de plus. Voilà. Et je voudrais commenter un petit peu l'ordre. L'ordre, c'est votre ordre. Je parle aux professionnels de santé qui ont un ordre. Ce n'est pas le conseil de l'ordre départemental de La Réunion, une bande de coquins, de copains, qui étouffent les affaires. Non, c'est pas ça. Du moins dans mon esprit, ça ne devrait pas être ça. C'est votre ordre. C'est votre ordre et qu'il est chargé de maintenir la déontologie, de créer la déontologie au quotidien. Alors, l'anarchie. Pourquoi l'anarchie? Pourquoi Georges Brassens?
L'anarchie, ça n'est pas le chaos, bien au contraire. L'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre, disait Élisée Reclus. Alors, je ne suis pas fort en philosophie, et je demande pardon aux philosophes professionnels hein, de ce que je vais dire, parce que c'est peut-être un petit peu limité. L'anarchie, composée du préfixe « an », ça veut dire absence de hiérarchie. L'anarchiste, ce n'est pas celui qui est avec une bombe et qui détruit. C'est celui comment dire, l'anarchie, c'est la situation d'une société où il n'existe pas de chef, d'autorité unique, autrement dit, où chaque sujet ne peut prétendre à un pouvoir sur l'autre. L'anarchie, l'absence de hiérarchie. Eh bien, soyez anarchiste quand vous êtes médecin. Le médecin doit être anarchiste au sens étymologique du terme. Et la solution au maintien de son indépendance, c'est bien pour lui de faire en sorte que les indicateurs dont il dispose soient directement dépendants du seul savoir scientifique médical, je marche dans les clous, et soient opposables pour ne pas avoir à discuter avec la maréchaussée. Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est pour dire que l'ordre suit tout ce que vous avez dit aujourd'hui, les uns les autres. C'est bien la contestation, je crois qu'elle a été... C'est pas la contestation, c'est la vigilance. Et je crois que je m'exprime pas très bien au nom de l'ordre, mais en tant qu'ordinal convaincu hein, que c'est vous qui avez les clés de l'indépendance dans votre exercice de tous les jours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Laruche. C'est un grand honneur pour nous que vous parliez non pas en tant qu'ami, mais en tant que président de l'ordre départemental et surtout en tant que membre éminent du Conseil national de l'ordre, qui, au même titre que Catherine Lemorton, dont je vous ai lu une partie de la lettre tout à l'heure, qui nous a écrit hier et qui donnait pas une caution, mais disons une petite crédibilité encore en plus. Merci à vos amis parisiens donc. Et puis donc quelques questions sur à propos de l'ordre. On a 5 minutes là. Oui, bonjour. Donc, Joël Pellerin, médecin au corps. Rebonjour. Tout repose sur le savoir médical et toute cette journée tourne beaucoup autour du savoir médical, puisque dès le départ, le savoir est souvent biaisé par l'industrie, puisque dans les universités, souvent, l'industrie pharmaceutique est là. Ensuite, le médecin de terrain, les EPU sont financés par les labos, etc. Donc finalement, peu de médecins ont une information complète du savoir médical. Ils ont le savoir que donnent les laboratoires. Ils n'ont pas le dessous des cartes. Et je rejoins ce que disait la dame à côté de moi, là, sur l'éthique et sur le fait qu'on devrait toujours informer le patient et avoir son consentement éclairé. Mais combien de médecins peuvent le faire si, comme disait le docteur Bourgeon ce matin, tel hypocholestérolémiant fait baisser la mortalité cardiovasculaire, donc le cardiologue évidemment il prescrit ça, mais quel médecin va dire « Ah, le cardiologue a prescrit ça, mais savez-vous que la mortalité globale augmente avec ça ?» Combien de médecins le disent? Parce qu'ils ne le savent pas. Pareil pour les mammographies, là, la Sécu est très gentille, la HAS a dit que... c'était avant, je pense, mais mammographie systématique, on pourra en discuter, mais bénéfice plus que douteux, créer des cancers, possible. Finalement, si on dit ça au patient, qu'on lui laisse le choix, il va se renseigner, il va peut-être regarder sur Internet, il va regarder toutes les publications, on peut l'aider d'ailleurs à choisir, on peut lui donner des sites où il peut regarder. Évidemment, les objectifs de la Sécu ne seront pas respectés, mais on devrait faire ça. Donc c'est le problème de l'accès au savoir médical est un problème majeur parce que l'industrie n'en tient qu'un bout. Voilà. Alors, je vous répondrai tout à fait d'accord. L'un des points importants qu'il faut se poser, c'est le règlement éthique au quotidien du geste que je fais. Suis-je compétent pour faire ce que je fais? Ai-je la connaissance? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux le faire que moi si cette personne est accessible? Est-ce que c'est, est-ce que c'est loyal pour lui, pour moi, pour l'ensemble de la communauté? On devrait se poser cette question à chaque fois. Bon, c'est un petit peu difficile. Heureusement, on a des garde-fous, on a des filières qui font que ce travail est préfet, mais à chaque fois, il faut se poser la question. Et remettre en cause sa compétence, savoir est-ce que je sais suffisamment, c'est le devoir de tous les jours, c'est vrai. Voilà.
Mais par rapport à quoi? Par rapport à quelle référence? Merci, docteur Le Riche. Autre question? Il n'y en a pas. Quel rôle joue l'ordre dans les formations organisées par l'industrie pharmaceutique? Parce qu'il me semble que normalement, toutes les formations organisées par l'industrie pharmaceutique doivent être déclarées à l'ordre. Alors, comment c'est géré au niveau local, au niveau national? Est-ce qu'il y a un cahier des charges à ce propos? Alors, il y a un cahier des charges, oui, mais qui n'est pas établi sur le plan de la technique médicale, qui est bâti sur l'ensemble de l'organisation industrielle de la démarche. Bon, après, c'est effectivement... on n'est pas censeur des gens qui vont être les interlocuteurs. On s'assure qu'ils aient les diplômes, les connaissances, une bibliographie correcte, mais le reste, c'est incontrôlable. Voilà. Par contre, tous les avantages éventuellement matériels sont très contrôlés, mais le principe même de la communication, la hauteur de la communication, ça, on n'a pas le moyen de l'apprécier. Docteur Bruno Toussaint, prescrire. Oui. Là, ça marche fort. Est-ce que l'ordre est autorisé à publier la liste et les montants, voilà, publier les montants reçus par tel ou tel organisme de formation ou tel médecin formateur de la part de l'industrie? Ah, je pense, oui. Et est-ce qu'il le fait? Ça doit être au Conseil national, je vous donnerai les indications. Ça doit être possible. Merci. Voilà. Bruno, peux-tu reformuler exactement ta question? Et cette question sera posée exactement dans ta formulation au Conseil national. Alors, je ne m'engage pas sur la réponse, mais je pense que c'est possible. Oui. Donc, et que ça va dans une démarche de qualité tout à fait acceptable. Voilà, parce que j'entends que les industriels qui financent une formation doivent en informer l'ordre des médecins. Ah oui. Et je comprends que le montant des rémunérations, des formateurs, etc., est connu de l'ordre des médecins. Affirmatif. Merci. Donc, est-ce que l'ordre est autorisé à publier ces données? Et si oui, le fait-il? Alors, autorisé, je ne peux pas le savoir, mais je peux militer pour. Je m'y engage, ça, je crois que ça c'est important. Est-ce qu'il le fait actuellement? Je n'en sais rien. Voilà. Mais je crois qu'il y a là... c'est le travail de l'ordre, indiscutablement, car s'il y a effectivement une connivence, c'est une faute de déontologie. Elle est comment dire, elle est d'organisme à organisme, elle n'est pas individuelle, mais c'est une faute de déontologie. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que je voudrais, parce que ça c'est évidemment, alors c'est pas du tout téléphoné, hein. Je ne savais pas du tout qui poserait cette question, mais c'est quand même une question fondamentale. Est-ce que l'ordre est autorisé à publier les montants reçus par les médecins formateurs de l'industrie pharmaceutique? C'est donc cette question que le docteur Le Riche transmettra au Conseil national de l'ordre suite à notre gym. Et connaissant le docteur Le Riche, on aura une réponse, qui ne sera peut-être pas, je ne sais pas, mais elle sera posée. Mais elle sera posée, ça je vous l'assure. Docteur Le Riche, grand merci. Vous faites partie des premiers à avoir soutenu ce séminaire au même titre que le professeur Arousseau et Madame Chantal de Singly. Merci à vous. Merci. Alors, on va parler maintenant un peu de formation continue et initiale, puisque ça a été abordé par un confrère interne tout à l'heure, enfin ce matin, avec donc l'intervention du docteur Antoine Debecco. Il est 16h45, c'était prévu à 16h45. Je m'excuse, j'ai 5 secondes de retard.